Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de présentation des règles de Champions of Rokugan, un jeu de Monolith se déroulant dans l'univers de Rokugan, comme son nom l'indique, l'univers de la légende des 5 anneaux. Alors la légende des 5 anneaux, qu'est-ce que c'est? C'est un univers qui a plus de 30 ans aujourd'hui, qui est un univers de jeux de rôle, de jeux de cartes, et qui se déploie à travers plusieurs jeux de société aussi, qui sont sortis au fil des années, tout au long, comme ça, de sa carrière. Ça a débuté en 91, donc c'est un univers qui est assez ancien et qui du coup s'est vu augmenter, s'est vu améliorer au fur et à mesure des années, avec une implication aussi des joueurs dans le développement de l'histoire, puisque pendant toute une période, c'était le résultat des grands tournois de jeux de cartes qui influaient sur l'évolution du monde, notamment les rapports entre les clans, les rapports de puissance, les événements qui vont avoir lieu, etc. Le jeu de rôle suit les événements développés par le jeu de cartes, et les différents jeux qui sont sortis par la suite se rattachent à cet univers-là. Comment décrire simplement l'univers de la légende des 5 anneaux? C'est du médiéval fantastique japonais. Voilà. Alors, c'est pas le folklore japonais tel qu'il existe aujourd'hui, hein. C'est du folklore japonais fantasmé par des occidentaux, quand même. On va préciser là-dessus. Mais du coup, c'est un univers un petit peu à la Game of Thrones, hein. On va avoir plusieurs clans qui vont faire des jeux politiques, des jeux de pouvoir, etc., pour essayer de tirer leur épingle du jeu, mais dans un univers japonisant, avec tout ce qu'on va avoir de classique du genre, hein. C'est-à-dire on va retrouver des samouraïs, des shinobi, des moines guerriers, il y a des sorciers qui s'appellent les shugenja dans cet univers, et on va retrouver aussi beaucoup de choses très fantastiques, puisqu'on va avoir des monstres, des morts-vivants, des oni, hein, des démons japonais, des nécromanciens, des créatures horribles, etc. Machin. Donc il y a plein de choses. Et c'est un univers qui, du coup, s'est développé pendant quasiment 35 ans, qui est super intéressant. Donc, c'est un univers que j'adore. Je jouais aux jeux de cartes quand j'étais au lycée. Donc ça remonte à début des années 2000. C'était un jeu de cartes à collectionner à l'époque, hein, un peu comme Magic, mais avec des mécaniques super intéressantes. Et c'est un très bon jeu de rôle. J'ai continué à jouer au jeu de rôle par la suite, etc. L'univers est hyper plaisant. Il y a eu plusieurs éditions du jeu de rôle, avec des mécaniques différentes à travers l'histoire. Le dernier en date, si je dis pas de bêtises, c'est un supplément à Donjons et Dragons 5. En fait, vous achetez le livre La légende des 5 anneaux, et vous pouvez jouer avec les règles de Donjons et Dragons. Voilà. Mais revenons à nos moutons sur ce Champions of Rokugan. Qu'est-ce que c'est? Champions of Rokugan, c'est un jeu développé par Monolith, qui est actuellement en financement participatif, mais que vous pourrez trouver très bientôt chez Monolith. Et c'est un jeu coopératif pour 5 joueurs. On peut jouer à moins. On peut, mais il y aura toujours 5 personnages joués par l'ensemble des joueurs. C'est-à-dire que on va avoir, si on n'est pas 5, on va avoir une sorte de compagnons, en fait, des PNJ qui vont être interprétés par les joueurs, qui vont aider les joueurs à jouer, qui ont leurs propres compétences, leur propre pool d'action, etc. Voilà. Donc c'est une mécanique assez facile à mettre en place. Pour ceux, je sais qu'il y en a qui veulent jouer en solo, c'est tout à fait possible, mais en solo, vous allez avoir votre personnage à vous et 4 compagnons. Voilà. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, je vous le cache pas. En même temps, un jeu coopératif, c'est pas forcément un jeu qui est fait pour être joué en solo. Voilà. Vous connaissez peut-être ou pas d'ailleurs mon avis sur la question des jeux solo. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que je n'apprécie pas forcément. Je ne suis pas très friand de jeux solo. C'est-à-dire que pour moi, un jeu de société, c'est un jeu auquel je vais jouer avec des copains, où je vais passer un moment, il va se créer des choses pendant ce moment qu'on va partager. Donc si j'ai des moments seuls, plutôt que de jouer à un jeu solo, moi je préférais peindre, etc. Voilà. Bref, pour la parenthèse, 36-15 ma vie. Voilà. Mais peignez vos figurines si vous êtes tout seul pour jouer. En tout cas, pour ce jeu-là, c'est un jeu coopératif, mais il y a un système de gloire qui est personnel. Donc en fait, c'est un jeu coopératif. On va regarder, est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu? Et si on a gagné, qui est le meilleur parmi nous? Voilà. Mais il faut qu'on ait réussi l'objectif pour gagner. C'est un jeu à scénario. Donc il y a des scénarios qui vont dire de quelle façon vont se dérouler les événements et qui va,
comment on va pouvoir s'affronter, comment on va pouvoir gagner de la gloire, gagner de l'honneur, etc. Voilà. Les scénarios, moi c'est un truc que j'adore, les scénarios se déroulent en plusieurs actes. Donc en fait, tant qu'un acte n'est pas résolu, on ne peut pas passer au suivant. Mais le nombre de tours est limité sur la partie entière. Donc attention à ça. Attention, si le temps imparti est écoulé et que vous n'avez pas réussi, c'est perdu. C'est, comme beaucoup de jeux coopératifs, un jeu où on va avoir une mécanique qui est assez simple. La mécanique elle-même sur le jeu, elle est facile à prendre en main. Elle est très simple à acquérir. Mais c'est dans tous les petits détails, les compétences, etc., que la profondeur tactique du jeu va se révéler. Et surtout, ça va être dans les choix que les joueurs vont avoir à faire en permanence. Mais, avec ce système de gloire, les joueurs vont avoir, en plus des objectifs du scénario à remplir, des objectifs personnels, qui peuvent aller à l'encontre des objectifs des autres joueurs aussi. Donc ça, c'est une mécanique très sympa, qui non seulement donne un petit peu de dynamisme à la partie, et rend le truc moins mécanique. Si vous avez joué à Zombicide, tout Death Medal, des choses comme ça, des fois on se dit un peu, bah, suffit que toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et c'est bon, on a gagné, tu vois. Des fois c'est un peu mécanique, c'est un peu dommage. Alors que là, il ne peut pas y avoir un joueur leader qui va dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Peut-être que le joueur leader, quand il vous dit chacun de faire autre truc, c'est parce que lui, ça l'arrange. Et peut-être que ce qu'il vous demande de faire, ça ne vous arrange pas vous. Donc en fait, il va y avoir ce truc de devoir surveiller un peu, est-ce que la mission se déroule bien, est-ce qu'on fait l'objectif ensemble, mais est-ce que moi, je ne vais pas faire aussi des actions pour mon clan? Là, on est dans un jeu, dans un univers où les clans se font une petite bataille politique, on va dire. Donc la gloire que vous pouvez rapporter à votre clan, pourra avoir de l'importance dans la suite de l'histoire. C'est un jeu qui se prête très bien au jeu en campagne, d'ailleurs. Voilà. Là, on a la chance d'avoir un prototype de monolithe avec des figurines entièrement peintes. Les figurines ont été peintes par Elliot Abergel et Rémi Tremblay. Et c'est magnifique, c'est de toute beauté. Voilà, je vous mets quelques images des figurines, mais vraiment, il y a un sens de la couleur, du détail et tout. C'est un rêve de gamin d'avoir des figurines comme ça entre les mains. Voilà, mais c'est superbe. Et quand on parle à Rémi, c'est juste du tabletop, quoi. En tout cas, magnifique. Alors, comment on va jouer à ce jeu, Champions of Rokugan? Je pense que pour décrire comment on va y jouer, je vais m'aider, en fait, je vais présenter tout simplement un plateau de personnages. On va avoir plusieurs personnages dans le jeu qui vont être rattachés à un clan. Donc là, par exemple, on a Matsu Tsuko, qui est du clan du lion. On va avoir donc le nom et le portrait du personnage qui le rend unique, qui permet d'introduire l'univers, qui permet une plus forte immersion. Sur cette fiche, on va avoir une valeur de destinée, ses caractéristiques, les points de vie, les points d'action, l'honneur, le ki et la taille. En gros, un humain, c'est taille 1. Si on a un cavalier ou des trucs comme ça, on va avoir des tailles 2, peut-être des tailles 3 avec les dragons et tout. Le personnage va avoir une compétence personnelle, qui est ici, donc là c'est Férocité du lion. En fait, même quand il est en sous-nombre, il ne perd pas de dés de combat, donc ça c'est intéressant. Sa valeur de combat, donc le nombre de dés élémentaires qu'il jette lorsqu'il fait un combat au corps à corps si c'est le point. Mais on va avoir des personnages aussi qui vont pouvoir tirer. Dans ce cas, ils vont avoir une valeur avec un arc pour le tir. Et en dessous, on va avoir la technique secrète, les symboles à obtenir sur les dés élémentaires et l'effet que ça déclenche. Ça, c'est pour votre carte de personnage. Il y a plusieurs personnages par clan. Là, de ce qu'on a vu pour le moment, on a 3 personnages par clan dans la boîte de jeu. Avec ça, on va avoir un pouvoir de clan. Ça, il n'y en a qu'un. Donc, peu importe le personnage que vous jouez, vous allez avoir une petite carte sur votre pouvoir de clan à vous. On va avoir les petits cubes qui vont permettre de mettre les valeurs, du coup, de points de vie, en rouge à côté, les valeurs de points d'action. Points d'action, c'est le nombre de points d'action que vous allez gagner à chaque tour. Ce qui va être intéressant dans le jeu, c'est que vous n'êtes pas obligé de dépenser tous vos points d'action. Si vous n'utilisez pas tout,
vous allez regagner la somme qui est là, qui s'ajoute à ce que vous avez économisé sur le tour suivant, mais qui ne peut pas dépasser 10. On va avoir la jauge d'honneur, donc celui-ci commence à 6 d'honneur. Le jeu va évidemment être basé sur cette question d'honneur. On va faire des actions qui vont nous rapporter de l'honneur, on va faire des actions qui vont nous faire perdre de l'honneur. Attention à ça, un personnage qui arrive à 0 va être déshonoré, il va perdre son pouvoir de clan. Donc attention. Et enfin, on va avoir cette petite barre ici, toute petite, qui est la pureté. La pureté, elle va être entachée, on va dire, par la corruption. Donc on va avoir des personnages qui ont une valeur de corruption, les personnages de l'outre-monde, ils vont pouvoir faire descendre cette valeur de pureté, sachant que si on arrive à 0, le personnage passe au camp des ennemis, donc il est perdu, et il devient un monstre qui attaque les autres joueurs. Attention à ça. Enfin, on a une valeur de ki. Le ki, ça va se positionner ici, quand il est disponible, et quand on va le dépenser, il va passer de l'autre côté du plateau. On retrouve beaucoup de mécaniques qui sont propres au jeu de Monolith, certaines choses sur le déplacement des jetons, etc., des ressources de plateau individuelles qui rappellent Conan ou Batman, et vous allez voir sur le système de cases aussi, on va avoir des choses qui rappellent notamment Mythic Battle, etc. Donc voilà pour une fiche de personnage. Il va y avoir des éléments importants, l'honneur et le destin, ça va définir en fait une valeur qui va être la valeur d'honneur de groupe à atteindre pour remporter la victoire. Si on remplit l'objectif mais qu'on n'a pas atteint ou dépassé cette valeur d'honneur, c'est quand même perdu parce que vous n'êtes pas assez honorable. Donc cette valeur d'honneur de groupe, ça va être l'honneur cumulé de départ de tous les joueurs, plus le destin cumulé de tous les joueurs. Donc là, on a un personnage qui a un destin de 1, donc ça va, mais on peut avoir des personnages qui ont un destin de 3. Et là, il va falloir compenser avec l'honneur. Alors, on a des points d'action. En général, c'est 6 points d'action. Ces points d'action, on va pouvoir les dépenser pour faire différents mouvements. Si j'avance d'une case, je dépense un point d'action. Certains mouvements vont être plus complexes. On va avoir les bords doubles, les bords hachurés et les bords pointillés. Si je veux traverser un bord double, souvent c'est un obstacle, il va falloir escalader ou faire des choses comme ça. Ça va me coûter 2 points d'action pour pouvoir monter. Si je veux traverser un bord fractionné, donc quand il y a des petits traits comme ça, en fait, je ne peux franchir ce bord seulement si je dispose de la capacité franchissement. C'est une capacité qu'on va retrouver sur les personnages qui sont très agiles, notamment les shinobi. Ce personnage peut, du coup, pour 2 actions, traverser les zones hachurées. Mais sinon, un personnage qui n'a pas la capacité de franchissement ne peut pas traverser ce type de zone. Les zones en pointillé, je peux les traverser si je suis de taille 1. S'il y a 2 zones en pointillé, enfin 2 lignes de pointillé cumulées, il me faudra 2 actions. Les personnages de taille 2 ou supérieure, comme par exemple un cavalier, ne peut pas traverser une ligne en pointillé. Ça va permettre d'avoir des zones où on va pouvoir un peu se cacher quand il y a des cavaliers ou des monstres. Enfin, pour un point plus le nombre d'ennemis sur la case, je peux quitter la case sur laquelle je me trouve. On appelle ça un désengagement. Donc là, pour faire ceci, normalement, un mouvement ne me prendrait que 1 point d'action. Mais comme il y a un ennemi sur la case que je quitte, je dois dépenser 1 point d'action supplémentaire. Ça va me coûter 2 points d'action de quitter la case. Et par contre, se désengager est une action déshonorable. Donc on va perdre 1 point d'honneur sur notre fiche. Le courageux lion ne va pas fuir devant un paysan zombie. Il va dépenser 1 point d'action pour avancer. Et si je veux attaquer, je vais dépenser désormais 3 points d'action pour pouvoir attaquer. Pour l'attaque, tous les dés vont être jetés en simultané. On va regarder sur la fiche de personnage combien de dés élémentaires j'ai. Donc là, au corps à corps, j'ai 5 dés. Donc je vais prendre les 5 dés élémentaires. Dans le même lancer, on va prendre la défense de la cible. En l'occurrence, le paysan zombie, il a 3 dés blancs au corps à corps. Et je vais jeter tous les dés en même temps. Les dés élémentaires sont des dés à 10 faces, sur lesquels on va retrouver 2 fois chaque face
des éléments des 5 anneaux, en fait. L'eau, la terre, le feu, l'air et le vide. Le vide, c'est un bonus pour les autres. L'eau et le feu sont des attaques. La terre et l'air sont des défenses. Sur les dés des ennemis, je vais retrouver des faces vierges, tant mieux pour vous, des faces attaque et défense, ou attaque et défense, et on va cumuler tout ça. Je lance tous les dés d'un coup. Et je vais regarder les résultats. Donc là, mon paysan zombie, il fait 2 défenses et 2 attaques. Pas mal du tout. Sur ce jet de dés, alors là, j'ai fait un très bon jet de dés. Je ne vous cache pas que là, c'est un super jet de dés que je viens de faire. C'est-à-dire que là, j'ai 2 feux qui comptent pour 2 de combat, et j'ai 3 vides. Le vide, c'est simple, c'est que je vais avoir le droit d'en dépenser un, donc je retire le dé de mon résultat, et toutes les faces vides font une face de mon choix. Donc elles doivent faire toutes la même. Donc par exemple, je vais faire mon gros bourrin, je dis, je fais 4 feux, c'est parti. Chaque feu, c'est un dégât, c'est comme si je faisais une épée, sachant que il y a des effets en plus si on fait 3 fois le même résultat. Mettons, je suis un petit peu plus subtil, et en réalité, je vais demander de faire de l'air avec mes vides. J'ai 2 feux, 2 airs. 2 feux en attaque. Le paysan a 2 de défense, donc je ne lui fais rien. 2 feux, 2 airs en défense. Le paysan a 2 d'attaque. Il ne me fait rien. Par contre, je déclenche ma capacité spéciale, mon attaque secrète, rage contrôlée, puisque j'ai 2 feux et 1 air dans mon résultat, ce qui me permet d'ajouter 1 d'épée pour ce combat, donc je blesse mon adversaire, et je lui inflige 1 point de vie. Quand je blesse mon adversaire, je gagne de l'honneur. Juste le fait de le blesser, je gagne de l'honneur. Je ne gagne pas un honneur par blessure, c'est le fait d'avoir blessé, je gagne de l'honneur. Et si je le tue, je gagne de la gloire. Malheureusement pour moi, le paysan zombie, il est insignifiant, c'est-à-dire qu'il ne me rapporte pas d'honneur quand je lui tape dessus, et il vaut 0 gloire quand je le tue. C'est un paysan, hein, c'est un peu honteux quand même, un samouraï qui vient taper sur un paysan, quoi. Là, on est dans le cas d'un combat en 1 contre 1. Mais souvent, on va avoir des combats qui vont être inégaux. Mettons qu'il y avait 2 zombies sur la case. Dans ce cas, je suis en infériorité numérique. Lorsque je suis en infériorité numérique, je vais perdre un dé. Donc je perds un dé élémentaire. On ne jette jamais moins de 4 dés élémentaires, on ne jette jamais plus de 5 dés élémentaires. Donc, voilà, c'est pas si grave. Les ennemis, quant à eux, ils peuvent lancer maximum 3 dés, minimum 2 dés. On ne peut jamais les faire descendre à 1 dé. Donc sur ces 3 dés, on va faire une attaque. Donc si c'est moi qui attaque, en fait, il n'y a qu'une seule réaction en face. Voilà. Et là, selon le résultat que je vais obtenir, ça va pas être la même chose. Alors on voit déjà que avoir un dé élémentaire en moins, c'est un peu difficile. Là, notamment, j'ai fait un résultat de chaque. Je ne peux pas cumuler les dés en attaque et en défense. Je peux cumuler un dé d'attaque et un dé de défense, mais je ne peux pas avoir des dés d'attaque de différents types. C'est-à-dire que même si le feu et l'eau sont des valeurs d'attaque, je ne peux pas choisir de garder le feu et l'eau. Je dois garder le feu ou l'eau. Tout comme en défense, je peux garder la terre ou l'air. Donc là, c'est un résultat qui n'est pas très intéressant, parce que je fais une attaque, une défense. Il y a une défense en face, ils ont 2 attaques, ils vont me faire des dégâts. Je vais pouvoir dépenser du ki. Donc c'est là que sur notre plateau, le ki qu'on a ici, on va pouvoir le déplacer et, du coup, relancer les dés qu'on veut. Donc moi, je me dis, ils sont quand même pas mal forts. Je vais relancer, en fait, tout ce qui n'est pas de l'air. Je vais compter sur l'air pour ce tour. Il y a des vrais choix à faire, en fait, dans ce qu'on va faire. Voilà, bon, pas de bol, il n'y a pas d'air, mais par contre, j'ai fait 2 terres. Donc je vais rester sur 2 terres. Je ne vais pas relancer plus. Je contre les attaques, ils ne me mettent pas de dégâts. Ça, c'était vraiment un exemple de combat, parce que ce personnage lion, il a la férocité du lion, il a une capacité qui fait que même quand il est en infériorité numérique, il garde quand même ses 5 dés. Mais là, c'était juste pour la démonstration. Autre action possible, uniquement si je dispose d'une valeur avec un arc, je peux faire une attaque à distance. L'attaque à distance peut se faire sur une case adjacente ou une case au-delà, donc jusqu'à 2 cases techniquement. Donc je vais pouvoir, par exemple, avec ce Shugenja, cet élémentaliste, tirer dans les zombies qui sont là.
L'attaque va se passer de la même façon, sauf qu'il n'y a pas de notion de surnombre ou de sous-nombre pour le tir. Et du côté des monstres, ils ne pourront riposter, c'est-à-dire que les résultats sabres ne pourront être appliqués en attaque que s'ils ont eux-mêmes une capacité de tir. Typiquement, un paysan zombie n'a pas de capacité de tir, il ne peut taper qu'au corps à corps, mais un nécromantien, par exemple, il a une capacité de corps à corps et une capacité de tir, et il est bien plus fort en tir en plus. Dans les scénarios d'investigation, il va y avoir différents types de marqueurs présents sur le terrain, des marqueurs face cachée, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. On va pouvoir faire une action d'investigation pour pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière ce marqueur. L'action d'investigation, c'est bien simple, on va lancer les 5 dés élémentaires et il faut avoir au moins 3 résultats identiques. À noter que si vous réussissez un lancer, vous avez un symbole de chaque type, vous arrivez à une harmonie avec les éléments et du coup vous allez réussir automatiquement votre jet. Si c'est un combat, votre adversaire ne vous met aucun dégât et vous en mettez un en ignorant toutes les armures. Voilà, donc ça c'est très sympa. Il existe encore plusieurs actions qu'on va pouvoir réaliser. Pour un point d'action, on va pouvoir piocher une carte supplémentaire dans notre pioche d'objectif. Qu'est-ce que c'est que cette pioche d'objectif? J'en ai pas encore parlé. Je l'ai abordé au tout début de la vidéo, en fait, si vous suivez. Ça va être des cartes objectifs vous donnant des bonus de points de gloire si vous remplissez certaines conditions. Certaines sont cachées, certaines sont révélées, certaines se font instantanément, c'est-à-dire au moment où la condition est remplie, vous la révélez, vous la défaussez, vous marquez les points. Certaines se remplissent qu'à la fin de la partie, donc il faudra bien avoir ces conditions en tête. Vous pouvez piocher autant de cartes objectifs que vous voulez. Par contre, attention, chaque carte objectif qui n'est pas remplie à la fin de la partie vous fera perdre un point d'honneur. Autre action possible pour 2 points d'action, on va pouvoir se soigner et donc remonter notre niveau de vie jusqu'à 2 cases. Évidemment, on ne peut pas dépasser notre niveau de points de vie maximum. Il y a encore quelques petites interactions avec des objets, avec du décor, etc. qui sont possibles. Ça va vraiment dépendre des scénarios. Au niveau des scénarios, justement, on va avoir 3 types de scénarios. On va avoir les types vraiment investigation, enquête. Donc là, il va falloir se déplacer sur le plateau, faire des actions d'investigation. On va essayer de faire des résultats sur les dés élémentaires pour pouvoir interroger quelqu'un, découvrir ce qui se passe, etc. Il y a notamment un deck de cartes qui est fait pour ça. Et en fait, on va pouvoir mettre les cartes à l'intérieur pour générer notre paquet d'investigation. Et ça peut changer d'une partie à l'autre. C'est le scénario qui vous dira comment gérer votre paquet d'investigation. Voilà. Petite mécanique sympa, ça donne vraiment une petite ambiance comme ça, recherche, enquête et tout, qui peut être très très chouette au niveau du jeu. Le deuxième type de scénario qu'on peut retrouver, c'est plutôt mode aventure. C'est quelque chose qu'on va retrouver un peu dans tous les jeux comme ça, figurines coopératives, etc. À la Conan, à la Batman, à la Ragebuster, Zombicide, etc. Des objectifs assez simples sur le plateau, des monstres à poutrer, on avance, on se bat, voilà, et on remplit l'objectif. Ce qui est important, c'est que les scénarios sont divisés en plusieurs actes. Donc en fait, on va savoir notre objectif à remplir va mettre fin à l'acte 1, donc va déclencher l'acte 2. Puis l'acte 2 va être une façon différente de remplir le scénario. Peut-être que les monstres vont agir différemment, peut-être qu'il va y avoir d'autres monstres qui vont apparaître, peut-être que notre objectif va totalement changer et on n'est plus de faire ce qu'on est en train de faire. Typiquement, on peut avoir un scénario où on vous demande d'aller chercher un trésor. Et arriver sur le trésor, en fait, acte 2, vous allez déclencher l'alarme. Donc là, il va falloir s'enfuir. Il y a des mecs qui arrivent de tous les côtés. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc le fait que les scénarios soient timés en fait en actes, ça rend vraiment le jeu hyper dynamique, hyper narratif. Et ça, c'est vraiment un gros plus. C'est une très bonne idée, je trouve, dans le gameplay du jeu. Troisième façon de jouer, troisième type de scénario, ça va être les scénarios de bataille. Alors là, on va être sur des cartes qui vont être un peu plus grandes. Tout le matériel est dans la boîte, vous inquiétez pas. Et surtout, il va y avoir beaucoup plus de figurines. Souvent, votre personnage va être une sorte de leader au milieu d'un groupe de plusieurs guerriers. Voilà. On va avoir des guerriers de clans mineurs. Hein. On a des petites figurines comme ça de samouraïs standards.
qui sont super jolis. On va avoir des figurines de samouraïs pour chaque clan aussi. Donc vous allez avoir des groupes à votre effigie qui vont suivre votre personnage. Et là, on va être plus sur de la bataille avec des sortes de petits régiments, des petits groupes de combattants sur des cases. Et on va pouvoir repousser l'adversaire, l'attaquer, le poursuivre, etc. Machin. Très intéressant aussi. C'est pas tout à fait le même mode de jeu, mais c'est avec les mêmes règles, c'est avec le même set de règles. Il y a quelques petites variations, très simples. Alors, qu'est-ce qui me reste à vous expliquer maintenant que j'ai fait tout ça? Globalement, pas grand-chose. En fait, on a déjà fait le tour des règles de base. Là, vous savez jouer. Ce qui va changer, ça va être les compétences de vos personnages, l'activation des personnages alliés ou des PNJ, et les réactions des monstres. Les monstres, ils ont plusieurs façons de réagir. Ça va dépendre de ce que va dire le scénario. C'est-à-dire qu'un même monstre, scénario 1, vous rencontrez des paysans zombies, comme je vous ai montré là. Ils agissent comme ça. Scénario 2, vous rencontrez des paysans zombies, mais cette fois, ils font des rondes, ils font des gardes. Ils ne vont pas agir de la même façon. Scénario 3, vous allez rencontrer des paysans zombies, mais cette fois, ils gardent un objectif. Il ne faut pas de ronde, ils restent en place et ils surveillent. Et voilà. Et juste avec ça, ça va permettre aussi de redynamiser le jeu, d'avoir des comportements qui sont assez logiques en termes d'IA, en termes de comment les monstres vont réagir, comment les monstres vont vous empêcher de remplir les objectifs. Et c'est ça qui est très intéressant aussi dans le jeu. C'est un jeu, on l'a vu dans la partie qu'on a jouée, et je vous invite à regarder la vidéo, c'est un jeu qui est très difficile. C'est un jeu coopératif, mais qui ne pardonne pas les erreurs. Typiquement, si vous commencez à jouer, même si vous avez l'habitude des jeux comme ça, prenez le niveau facile. Vous irez ensuite au niveau moyen, plus difficile, mais commencez par le niveau facile, vous allez voir, il y a déjà de sacrées surprises. Enfin, le dernier élément qui est assez important, ça va être le plateau des tours, en fait, le plateau des scores, on va dire. Il va y avoir plusieurs éléments importants. On va commencer par cette petite ligne qui est là. En fait, à chaque tour, il va y avoir le premier joueur. Et le premier joueur va choisir dans quelle position il va se placer. Et ensuite, les joueurs, chacun à leur tour, vont choisir s'ils vont jouer en premier, en deuxième, en quatrième position, etc. Ça permet de savoir dans quel ordre on va jouer. Dans un jeu coopératif, ça permet de s'organiser pour réaliser les actions au mieux. Discutez avec vos partenaires de jeu avant de faire votre choix. C'est très important pour mettre en place une stratégie. On va avoir ici le compte tour, assez facile, hein. On met le sablier sur le nombre de tours maximum, et on a celui-ci qui va se déplacer de tour en tour. On a notre valeur d'honneur. Alors la valeur d'honneur, on va avoir le V de la victoire. C'est là qu'on va calculer l'honneur global du groupe, donc la valeur d'honneur à atteindre pour déclencher la victoire. Donc mettons, on fait notre petit calcul et tout, on arrive à 21. Et on va regarder à combien est l'honneur cumulé du groupe. Généralement, elle n'est pas très loin derrière. Ça va dépendre, je le rappelle, des valeurs de destinée des personnages que vous jouez. À la fin de chaque tour, on va recalculer l'honneur qui va pouvoir descendre, monter, etc. Si un joueur est éliminé, on va recalculer la valeur d'honneur pour la victoire. Et seulement dans ce cas-là. Et enfin, on va avoir l'échelle de gloire qui va être ici. Chaque fois que vous avez gagné de la gloire, vous allez pouvoir avancer. Chaque fois que quelqu'un va perdre de la gloire et être ici, on va augmenter la valeur de la victoire à l'honneur ici. Donc ça peut nous écarter du truc. Il y a plusieurs bonus qui sont à récupérer sur le plateau. Donc on arrive à 3, on récupère un +1 en défense. Quand on arrive à 6, un +1 en combat. Quand on arrive à 9, une relance de dés. Quand on arrive à 15, on fait descendre la valeur de victoire à l'honneur. Ça, c'est intéressant aussi. À la fin de la partie, si notre valeur d'honneur a dépassé la valeur de victoire à l'honneur, on a gagné. Si elle est inférieure, même si on a réussi à remplir l'objectif, on a perdu. On a trop honte pour aller faire notre rapport. Harakiri, tout ça. Si on a gagné, et seulement si on a gagné, on va regarder sur l'échelle de la gloire qui est le plus haut, et on va faire un classement des joueurs selon leur valeur de gloire. Dernier petit détail, parce que je sais que vous êtes beaucoup à vous poser la question et à le demander. J'ai expliqué au début que quand on allait jouer, on allait avoir 5 personnages, même si on joue à moins de 5 joueurs. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Dans ce cas, on va avoir des sortes de PNJ qui vont être joués par les joueurs. Donc il va y avoir des bushi de clans mineurs
qui vont vous suivre et qui vont avoir leur propre pool d'actions, d'honneur, etc., leurs propres compétences. Alors, ils ont moins de pouvoir que... en fait, ils n'ont pas le petit pouvoir de personnage que vous avez, vous, sur votre fiche. On va retrouver pour chaque personnage ici. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Par contre, ils sont Yojimbo. Ça veut dire que tant qu'ils sont sur la même case qu'un personnage, le personnage ne peut pas être attaqué. C'est eux qui vont être ciblés en premier. Et effectivement, si vous jouez en solo, vous allez avoir un personnage et 4 Bushi de clan mineur qui vont vous accompagner. C'est un peu vos gardes du corps. Vous pouvez les jouer d'ailleurs avec les Bushi de votre clan en termes de figurines. C'est un peu plus classe comme ça. Imaginez, vous jouez un émissaire du clan de la grue et il va être accompagné par ces 4 Bushi de la grue. Là, ça peut être très sympa en termes de visuel. Évidemment, vous êtes encouragé à le faire, mais le système des petites cartes de gloire n'est pas fait pour ça. Si vous voulez, il n'y a pas de police du jeu. Vous pouvez jouer plusieurs personnages. Voilà. Ne pas prendre de compagnons, mais prendre plusieurs personnages, surtout si vous êtes en solo, quoi. Si vous êtes à plusieurs, prenez pas plusieurs personnages chacun, prenez vraiment des compagnons. Mais si vous jouez en solo, interprétez plusieurs personnages à la fois, quoi. Vous mettez 2-3 personnages et puis le reste vous mettez en compagnon et c'est bon, quoi. Mais du coup, ces cartes-là, les objectifs qui vous permettent, les objectifs de clan qui vous permettent de gagner de la gloire seront beaucoup moins savoureux. Voilà. Vous le savez, mais vous faites comme vous voulez. Après tout, il n'y a pas de police pour ça. Et vous savez quoi? Je pense même qu'il est possible, c'est pas conseillé par les règles, je vous le cache pas, mais je pense qu'il est possible de jouer plusieurs personnages du même clan. Mais ça, on verra quand on aura le jeu complet et qu'on pourra l'essayer. J'espère que cette petite découverte des règles, alors, vous avez toutes les règles de base, ensuite c'est des histoires de compétences, c'est les plans spéciaux, des scénarios, les choses comme ça, etc. Il y a peut-être des petits oublis, on est sur un matériel de démo, on est sur un scénario pour apprendre à jouer, etc. Mais voilà, je pense que là, vous avez l'entièreté des règles pour voir comment ça marche. Maintenant, allez vous faire plaisir, allez voir la quantité de magnifiques figurines qu'il y a. Allez, vous savez quoi, j'en profite, là, je vous balance des figurines superbement peintes. Je dois dire que, alors je connais un petit peu le travail d'Elliot Abergel, et c'est très chouette ce qu'il fait, mais surtout, je suis très fan depuis très longtemps. Je voyais déjà quand j'étais plus jeune, voire quand j'étais ado, les travaux de Rémi Tremblay, et je veux dire que là, avoir ces figurines en main, ça me fait rêver. Mais voilà, bon, elles seront pas peintes dans la boîte si vous l'achetez. Donc voilà, en tout cas, moi c'est un grand plaisir ce jeu. J'adore l'univers de Rokugan, j'adore la légende des 5 anneaux. Ça me fait super plaisir de revenir dans cet univers avec des figurines magnifiques. L'équipe de conception a fait un travail incroyable, tant au niveau des sculptures qu'au niveau aussi du matériel de jeu, hein, des cartes, des profils, des plateaux, etc. Les plateaux de joueurs, hop là, qui sont en double épaisseur pour bien enficher les cubes dedans, c'est génial, c'est hyper agréable. Les petites cartes de personnages, vous avez le profil dessus, et vous avez l'histoire du personnage au dos. C'est très intéressant pour l'immersion, pour entrer dans l'univers. Donc voilà, moi c'est un énorme coup de cœur. Vous le savez déjà, j'arrête pas d'en parler depuis quelques semaines. Et là, c'est une chance que m'a donné Monolith. Ils nous ont invités, Newan et moi, dans leurs locaux pour visiter et voir voir des choses dont on peut parler pour le moment, mais surtout voir les figurines peintes, etc., voir le matériel de démo, et ils nous prêtent une boîte pour qu'on puisse réaliser ces vidéos, et ça c'est super cool, donc voilà. Normalement, à l'heure où je sors la vidéo, on est encore dans le temps pour pouvoir participer à la campagne, même si c'est très très court, parce qu'on arrive à la fin de la campagne, c'est une campagne très courte, hein, et le temps de monter la vidéo et tout, c'est compliqué, mais voilà. J'espère que tout ça, ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.